Pour montrer les choses. Pour ça, puis être assis pour montrer, ça va pas. Ok. On y va. Vous allez savoir comment ça s'est passé pour les synagogues entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Donc on va passer très vite. Très très vite, hein, bien sûr, sur un siècle, ça va faire 5-6 minutes, 10 minutes. Mais bon, ça donne l'impression de se sentir jeune. Bon, alors simplement pour ceux qui ne connaissent pas le culte juif. Alors ensuite, deuxièmement, pour moi, une synagogue, c'est la maison d'assemblée, c'est la traduction. Et donc, c'est un lieu communautaire, c'est donc un lieu qui n'est pas privé. Il est géré par la communauté. Alors après, on parle souvent de synagogue privée, oui, mais ça peut être sur un terrain privé, mais géré par la communauté. Donc, c'est pas un lieu consacré, c'est pas un lieu sacré. Quand on n'a plus besoin d'une synagogue, on enlève les rouleaux de la bois et on en fait une maison. On fait un appartement. Alors, on essaie de ne pas en faire une porcherie, mais on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Toujours dans le même sens. Moi, j'ai un peu de mal avec ce passage. Bon, je sais pas, c'est pas parfait. Donc, simplement, quelques principes sur le culte juif. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Un, il faut 10 hommes. Donc 10 hommes, ça veut dire il faut à peu près 7 familles. Donc il n'y a jamais de synagogue dans un endroit où il n'y a pas 7 familles. A contrario, quand les Juifs s'installent dans un coin, ils vont essayer d'être rapidement 7 pour pouvoir se faire une synagogue. Il y a une chose qui est essentielle, et ça va dans l'office, c'est la lecture de la loi, c'est la lecture en général. On lit beaucoup. C'est pas du tout, il n'y a pas de cérémonie du type communion, etc. On lit, et on lit ensemble. Donc là aussi, ou en voix basse séparément, ou ensemble, tous ensemble. Allez, Marie-Jo. Donc voilà, donc ça aussi c'est important. Donc ça va dicter une chose, c'est qu'il faut de la lumière. L'importance de la lumière dans les synagogues. Regardez ici, vous êtes entouré de lumière. Alors on a des rideaux, heureusement. Sinon c'est la serre. Hein. Je ne vais pas dans le mauvais sens, mais je suis bien partout. Bon, derrière le Torah. Alors, il y a toujours deux choses dans les synagogues, et vous tournez sur votre gauche. Il faut un lieu où se tient l'officiant. Alors l'officiant, c'est pas un curé, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Il va simplement être le chef d'orchestre de tous ceux qui vont prier. Souvent, c'est plutôt les autres qui vont prier que lui. Et deuxièmement, il va certains passages un peu difficiles parce que c'est des textes sans voyelles, etc. C'est lui qui va les lire. Puis le texte de la loi. C'est lui qui va lire parce que il a appris ça, quoi. Mais c'est tout. C'est pas quelqu'un qui est loin ou quelqu'un qui a une quelconque sacralité. Donc il faut une estrade pour se mettre dessus. Les gens sont au Moyen-Âge autour, en cercle autour de lui, et où lui tournent dans le dos au pied de l'humain. Alors pourquoi lui tournent dans le dos? Parce qu'il y a telle lumière là au-dessus, puis qu'ils sont de dos, ils vont voir la lumière sur le bouquin. On peut poser des questions? Oui, vas-y. Est-ce que les lectures étaient en hébreu? La lecture se faisait en hébreu? Oui, toujours. 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 C'est un problème d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas l'hébreu. Ça s'appelle les dames. Et donc, une chose simple pour contrer les rouleaux de la Torah, elle est ouverte. Bon. Voilà. Celui-là, c'est costaud parce qu'il a tombé à 70 fois. Bon. Voilà. Dans toute synagogue, enfin, on refait, donc ça, on est là. C'est dans l'autre sens. Donc voilà. Ce qui est important, c'est l'orientation. On s'oriente vers l'Est. Pas toujours, hein. Au Moyen-Âge, il y a une histoire assez amusante. Il y a un rabbin, je ne sais plus son nom, qui décide que Dieu est partout. Mais pourquoi orienter la synagogue vers l'Est? Et systématiquement, les synagogues préparées par Saint Banks, pour le prouver, il va les mettre vers l'Ouest. Ils ont pris tout aussi bien de temps. Donc, les synagogues orientées vers l'Ouest. Enfin, c'est quand même relativement rare. Alors, il y a une règle qui est plutôt une coutume. Qui est plutôt une coutume, quel que soit l'étage de la synagogue se trouve, elle peut être au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième, au troisième, elle est toujours sur le toit, même dans le grenier. Mais elle est jamais, on ne construit pas sur une synagogue. C'est un vieux dicton alsacien que je ne vous dirai pas en alsacien parce qu'il est trop mauvais. Je sais, mais je ne dirai pas. Ah.
Et également, il y a une deuxième chose que vous voyez dans cette synagogue qui est assez improbable. Vous voyez qu'on rentre, un truc complètement idiot. Réfléchissez bien. Vous montez 2 marches pour rentrer, vous entrez dans le hall, vous descendez 2 marches. Ils sont fous, ces juifs. Si déjà, ils veulent faire descendre, ils auraient qu'à construire, et pas mettre d'escalier pour les handicapés, ce serait mieux. Ben non, on rentre dans la synagogue parce que des profondeurs de la terre, notre voix montre vers toi, ô Éternel. Psaume. Donc on va mettre la synagogue dans les anciens temps, des fois encore maintenant, parce qu'ici c'est une dernière, il y a Saint-Réunion et quelques autres, et donc on va mettre la synagogue de prière souvent en bas. Enfin, dernière règle, une synagogue doit être toujours médiévale, mais qui est respectée jusqu'à aujourd'hui. Une synagogue doit être le plus haut possible, si normalement la plus haute dans son environnement. Alors, bon, on y arrive rarement, parce que quand il y a l'église à côté, ça va pas se passer bien. Ils ont essayé à Turin, mais ça n'a pas marché. Je crois qu'ils ont dû vendre la synagogue, parce qu'elle va être... Après, ils ont fait une maison du cinéma. Le cinéma est meilleur que l'église. Bon, ils ont rigolé. Donc, alors qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils mettent carrément un mât avec un drapeau. S'il n'y a pas trop avec des drapeaux, ils mettent le mât le plus haut possible avec un drapeau. Ça va faire un bâtiment plus haut. Ça se fait au Moyen-Âge. Si je parle trop vite, vous m'arrêtez. Hein. Si c'est pas distinct, je fais ce que je peux, mais c'est un domaine où je peux pas beaucoup. Oh. Alors, toutes ces pratiques ça va être en évolution constante. Pourquoi? D'abord, avoir plus de confort. On dit même qu'à certaines périodes du Moyen-Âge, les gens sont assis par terre. Il n'y a pas de ciel, très peu, ou des bancs. Donc on va inventer des bancs. On va s'occuper des femmes. Les femmes sont quasiment absentes, ou très peu présentes dans les synagogues, jusque vers 1750. En tout cas, depuis la fin du premier Moyen-Âge, on va dire, jusque 1700. On a un récit de Mademoiselle de Mortemart, qui visite l'Alsace, fille de M. de Mortemart, noble, etc. Et elle est bien sûr admise dans les synagogues, et très près des hommes, parce que elle, il faut quand même pas exagérer. Et donc elle fait la remarque qu'effectivement, les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariées, n'ont pas le droit de venir à la synagogue. Et ça limite sérieusement. Et qu'ensuite, elles n'ont pas l'habitude, elles ne viennent pas quand même. Et ensuite, troisième chose, il y a toujours une volonté d'être comme les autres. Et au XIXe siècle, ce sera particulièrement clair avec des synagogues qui vont ressembler à des églises. Oh, qu'est-ce que tu prends? Bon. Quand on veut tomber, la c'est pas casser la gueule. Ah non. Ok, ça je suis là. On va faire ça directement. Alors, simplement, je vous ai fait un transparent qui vous résume l'histoire des Juifs d'Alsace depuis qu'ils existent. Alors, vous avez ça à apprendre, vous savez tout. Bien sûr, il était un peu loin pour moi. Bon, je fais 100. Donc, premier juif, 1150. Ça pourrait être 1140, mais c'est 1150. Pardon. La population monte gentiment. Ici, on a 13 synagogues. Là, on a 0. Là, on a 13 synagogues. Donc, vous voyez que la population a monté dans des villes. Strasbourg, Haguenau, Colmar, Mulhouse, etc., Aubernais. Aubernais, la deuxième. Ça donne l'importance d'Aubernais. Aubernais est la deuxième communauté juive à se créer. Haguenau est la troisième. Colmar viendra qu'après. Donc, mais 1306, les Juifs sont expulsés de France. Alors, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Les Juifs d'Alsace ne sont pas très très nombreux, mais beaucoup arrivent en Alsace. D'autant qu'il y avait déjà des contacts avec l'Allemagne. On parlait français dans la communauté, par exemple, de Mayence. Donc, croissance citadine. La croissance croît très rapidement, et avec elle, l'antisémitisme. C'est-à-dire que, il y a un effet de... Il y a beaucoup de gens à nourrir, il y a un effet de saturation, je sais pas. En tout cas, on commence à avoir des gros problèmes, en particulier. Et autre part, le pouvoir féodal perd de sa puissance. Et donc, il y a un tas de... C'est un peu la révolution. Et donc, vous avez les villes en particulier qui vont devenir indépendantes, les bourgeois qui vont essayer d'être vraiment... d'avoir ni foi ni loi, c'est le libéralisme sauvage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs, c'est des concurrents. Donc,
un très gros antisémitisme économique qui se met en place. Donc voilà, tout ça, ça va aller jusque 1349 où il y a la Grande Peste. 1349, la Grande Peste. Alors, selon mes calculs, je prends la responsabilité de ce que je dis, entre 70 et 80% des Juifs disparaissent d'Alsace. La mort, la peste, la mort violente, persécution, qu'on les accuse d'avoir empoisonné les puits, les conversions, se sauver, et ceux qui s'en vont ailleurs. Donc, pratiquement, on a une chute extrêmement violente. Beaucoup reviennent, certains reviennent au bout de quelques années, et puis on va avoir une lente décroissance. Alors, on va parler de cette période qui est intéressante parce qu'il y a des synagogues. Ici, on n'a quasiment rien. On a quelques cimetières. C'est vraiment une période triste. Ici, on a la croissance rurale qui revient dès le début des guerres de 30 ans, parce qu'il y a des problèmes de guerre, donc il y a de l'approvisionnement, il y a du commerce. La guerre de 30 ans, c'est une guerre affreuse, mais il y a du commerce, le commerce renaît. Parce qu'il faut faire revenir les choses de première utilité. On va avoir une croissance rurale assez rapide, on verra le mécanisme. Et révolution, ça va encore s'accélérer. 1870, on va sur un plateau, et on va avoir à partir de là une assez grosse émigration vers l'intérieur de la France, mais aussi les États-Unis, etc. C'est vraiment une époque d'immigration. Baisse de la population, 14-18, ça stabilise un peu, rebaisse jusqu'à 0, 39-45, retour de 70-80% de la population, rebaisse, arrivée des Juifs maghrébins, rebaisse, et là, très légère augmentation actuellement du fait de l'importance croissante des communautés ultra-religieuses. Strasbourg devient une ville ultra-religieuse, et donc on a énormément de Juifs qui arrivent de Paris, d'Israël, etc. Et l'impression que j'ai, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites, c'est qu'on gagne un peu de monde. Pas sur les grandes synagogues, pas les Juifs d'Alsace, mais il y a du monde qui arrive. Voilà un peu l'histoire d'Alsace. Donc c'est assez simple. Hein. Alors, au Moyen-Âge, vers 1150, 140, 1150, vous avez des marchands de spire qui viennent. Spire, c'est pas très loin, mais c'est sur une route extrêmement importante, est-ouest, ouest-est d'ailleurs, qui va de l'Angleterre, en passant par le nord de la France, les fameux marchés de Champagne, qui va passer à Mayence, donc Mayence, Worms, Spire, c'est la Chaume, la plus grosse agglomération juive médiévale, qui part de là vers l'est, qui suit la vallée du Danube, qui rejoint le Danube par le Main, suit le Danube, passe au nord de la mer Noire et passe soit directement vers l'est, soit reviennent sur Israël. La voie de mer est difficile du fait des pirates. Donc c'est la route normale, et vous avez la première croisade va passer par là. Ça c'est étonnant. Vous allez prendre des bateaux, ça oui, il a essayé, mais jusque-là c'était à pied. Ça fait des kilomètres. Donc, développement très lent, en réalité. Ce n'est pas une explosion. 13 synagogues, 13 communautés, 13 synagogues, donc vers 1300, c'est pas énormément, hein, 150 ans. Des synagogues probablement partout, mais il y a très peu d'archives sur la période. Et à partir de 1306, donc l'île de France, ça je vous ai déjà dit, 53 implantations à la veille de la Grande Peste, la moitié peu de temps. Et des petites communautés. Donc vous voyez que c'est de 75. Alors, synagogue médiévale, c'est pas du tout des synagogues qu'on verra après. C'est dans le style des bâtiments religieux d'époque. On va avoir des synagogues avec des voûtes, avec des piliers. Alors généralement, c'est deux nefs parallèles avec des piliers au milieu. L'abima est au milieu, et la Roda Kodesh est de l'autre côté, donc il y a trois espaces interpiliers, et l'entrée se situe là. L'estrade où se trouve la pupitre est au centre, exactement comme ici. Il y a une corniche en pierre, alors ici il n'y a pas, mais on en retrouve encore une au 18e, puisqu'on a vu une en Allemagne. Elle est tellement sortie. Donc, une espèce d'étagère, on va dire en pierre, qui fait tout le tour de la synagogue. Vous avez parlé du problème de la lumière, il faut pouvoir mettre des bougies quelque part, ou des lampes à pétrole, ou des lampes à huile, pardon. Donc il y aura des lampes à huile tout le tour, des bougies, etc.
des niches pour pouvoir mettre les bouquins, tout ce qu'il faut pour pouvoir payer. Et des femmes dans un espace à côté, complètement distinct, fermé, et seulement des petites fentes pour voir ou ne pas voir ce qui se passe chez les femmes. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Il y a des légendes qui courent que les femmes avaient des synagogues à elles, ce qui est évidemment pas vrai, puisque c'est un système de fentes. Mais est-ce qu'elles pouvaient fermer les fentes pour faire entre elles un office qui ne serait pas en hébreu, mais en yiddish, puisqu'elles comprenaient le yiddish? Il y a un mélange. C'est quelque chose qui n'a, à mon avis, pas été résolu, pas été étudié. La situation des femmes, comment elles font, j'en sais rien. Et donc, voilà. Mais c'est des petits espaces, on va voir ça d'ailleurs. Et on postule, j'ai marqué, on postule qu'une femme lettrée dirige l'office, mais on a souvent dit que les filles de Rachid dirigeaient des offices. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Ah, attention. Donc, la première synagogue de l'époque, c'est Speer, qu'on connaisse. C'est une reconstitution, on est connu jusque-là. Le reste, c'est une reconstitution. Synagogue des hommes. Une niche pour l'Arche Sainte ici. De l'autre côté, il débouche sur une niche pour être plus monumentale. Synagogue des femmes ici. Panoculus, etc. Elle communique en fait par une porte, un petit orifice vers l'est, vers l'avant. On a encore un lieu de communication, mais on ne sait pas trop. Mais bon, c'est intéressant parce que c'est la seule où vraiment ces deux espaces bien séparés. Si on va aller à Prague, vous verrez pourquoi après. Oh, je suis un peu trop grand. Qu'est-ce qu'il nous fait, toi? Suivant. Ça va pas? Ouais, m'embête. M'embête, s'il te plaît. Pierre, tu veux que j'appuie? Voilà, c'est bon. Il a pu cliquer sur le bouton. Vous avez Prague. Alors, Prague, regardez-la bien. On est côté est. Donc, vous avez ici une espèce d'appentis qui démarre. Vous avez le mètre de l'autre côté. Vous avez l'intérieur entre les deux colonnes, je vous ai dit. La Buma au centre. La Ronda Kodesh est là, mais on ne le voit pas. Les hommes qui tournent le dos à l'Arche Sainte, c'est aujourd'hui, hein. Et les hommes en face, le long du mur. Et ici, vous avez une fente, vous avez une deuxième là. Les femmes sont là derrière. Donc, si vous voulez, dans un de ces espaces, sur le côté nord, donc dans cet espace, avec, comme seule communication, quelque chose. Et elles sont au nord. Donc ça, c'est Prague, c'est la plus connue, c'est peut-être la seule qui n'a jamais été. Elle a été beaucoup transformée, mais elle reste quand même dans son jus. Et vous voyez, les lumières, il y en a partout, c'est les lumières modernes, mais à l'époque, comme vous voyez, il y en avait encore beaucoup plus. Je pense que si je mets là, ça va. Oui, bon. Bon, m'énerve, je suis. Tu veux que j'appuie? Ouais, tu viens derrière. D'accord. C'est bon, le truc là. Je pense que c'est ça. Oui. Tu fais avancer les orateurs du Ok. Donc voilà, ça c'est Roufac. Roufac aujourd'hui. Alors, ça ne ressemble pas tellement à une synagogue. Alors, simplement faites attention à ça. Une petite corniche, large comme ça. Cette corniche, elle a été faite, simplement, vous verrez que ça sert après du support. Et une petite fenêtre ici, qui sont visiblement médiévales et qui ne correspondent pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et dans cette pièce en bas qui ressemble à un cellier, une magnifique tablette et deux niches. Donc on est en face d'une synagogue. Suivant. Non, en face là. Voilà. Alors voilà à quoi elle sert, on met des vélos, etc. Clara a été autorisée par la DRAC, par l'autre propriétaire à rentrer. Moi j'ai pu rentrer 2 fois avant, vous connaissez un peu le gars, et faire visiter la synagogue à des groupes. Une fois la Société d'Histoire, une fois le groupe des archéologues nationaux. Et bon ben voilà, et elle a dit, moi je ne veux pas de recherche chez moi, on va me déplacer mes vélos. Donc on pouvait travailler, Carla n'a rien pu déplacer. Enfin, c'est vachement pratique. Il y a passé un mois, mais comme c'est une très jolie fille, il est un peu gâteux, donc ça s'est bien passé. Voilà. Donc ici, vous avez le nord-est.
la trace de l'Arche Sainte, des niches, et le plateau. Donc, on sait qu'il y en avait aussi à l'est. D'accord. Suivant. Voilà. Et alors là, grosse surprise, unique, quelque chose d'unique à Prague, à Rouffach. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Ça. Ça, c'est des vagues acoustiques. Et c'est une technique qui est utilisée au Moyen-Âge, pas tellement dans l'Est. La plupart sont connues en Espagne, dans l'ouest de la France, etc. Imaginez qu'ici, le micro-officiant il parle, mais ça s'entend pas bien. Alors, on va mettre à peu près à la hauteur de l'oculus, juste au-dessus, on va mettre des vases de cette taille, une vingtaine, ouverts, l'ouverture tournée vers la salle, et ça va réverbérer la voix. Et ça va améliorer l'acoustique, et ça va permettre qu'on le comprenne et on l'entende beaucoup mieux. Là aussi, qu'est-ce que ça fout dans une synagogue à Rouffach de gens qui sont finalement probablement pas très riches? Et c'est nulle part ailleurs. En Alsace, il n'y en a pas. Nulle part. Dans l'Est de la France, il n'y en a aucun autre. En Allemagne, il n'y en a pas. On a pas mal de publications sur l'Ouest, sur la Bretagne, sur l'Espagne. Et ici, on les a à Rouffach. Alors, c'en est quelques-uns. Oui, ils mettent quand même pas trop d'argent. Ils récupèrent des poteries qui sont un peu abîmées. Ils finissent de casser le col pour avoir quelque chose qui soit un œuf ouvert. Et puis, ils la mettent dans le mur. On peut les dater, hein. Suivant. Et donc, ça, c'est une photo du mur nord. Alors, vous voyez le travail d'un archéologue, j'ai mis tout ça pour ça. Donc, c'est Carlyle qui a fait ça en 2000, bon, c'est l'année du Covid, donc 2020. Donc, elle a pris le mur et elle a étudié soigneusement comment était fait le mur. Et, bon, ça, c'est un truc récent, avec V5, troisième étape, V2, deuxième étape. Là, à un certain moment, on va créer le plancher. Et là, vous voyez, tous ces trucs en V3, ça correspond à des fentes qui ont été rebouchées. Donc, on a compris qu'on est du côté, et là, bien sûr, des niches et la tablette. Bon, bah, on a compris ce qui se passe, on est en communication avec le synagogue. Suivant. Ce qui va donner les dessins de Carla. Alors, je vais peut-être vous faire le bien d'abord. J'avais fait en 2017, à la suite de ce que j'avais vu. Donc, vous avez un appentis qui s'appuie sur la corniche. Alors, en fait, c'est la barre droite. Il faudrait présenter ça comme ça. Et la barre droite est là, et là, ça s'appuie sur le mur. Donc, c'est pas tout à fait. Moi, je suis pas un spécialiste. Je suis pas un charpentier. Je suis pas un charpentier, hein, c'est pas mon métier. Vous avez donc ici les pots acoustiques. À l'époque, on savait déjà où c'était, les niches, la ligne. Et ça, sur les 4 murs, et l'entrée de l'Arche Sainte. Bon. Ça, c'est ce que fait Carla, c'est quand même un peu mieux fait, hein, et c'est parfaitement juste. Donc, vous avez cette fameuse appentis, vous voyez que là, elle a bien mis le trait droit au niveau de la corniche, qui fait tout le tour, qui revient de l'autre côté. Vu de l'autre côté, donc de cette face, vous avez l'entrée des hommes, qui est une espèce de petit hall, il y a toujours un hall dans une synagogue, qui vont là. Et donc, les hommes vont là, les femmes, est-ce qu'elles viennent par là et qu'elles font tout le tour? Est-ce qu'elles viennent par une porte qui pourrait se trouver là? On n'en sait rien, il peut dire que autre chose. Mais, et à l'intérieur, il y a ces 7-8 fentes qu'on a identifiées. Comment ça se passe? On n'en sait rien. Encore une fois, est-ce qu'on ferme les fentes à un moment donné? Elles ont leur propre fil. C'est ce qu'elles sont derrière tout le temps en train d'écouter, de rien comprendre. On ne sait pas. Voilà pour information comme en 1905 et comment jusqu'en 1915 on représentait cette synagogue. Un bâtiment avec un étage avec une galerie des femmes, ce qui n'arrive pas dans le XVIIe siècle, le XVIe, on trouve en Allemagne un peu. Et un escalier extérieur, une entrée par l'est. C'est le cimetière à côté. C'est le cimetière. Et le cimetière à côté. Semble-t-il que ça existait les synagogues à côté du cimetière, mais en principe, ils sont toujours loin, en dehors des villes. Et comment ils appellent ça, les Judenkirchhof? Ou chez Judenberg. Ensuite, on a terminé pour le Moyen-Âge tout ce qui reste. Alors, si je n'avais pas fait que les synagogues, je vous aurais montré quelques pierres tombales, mais il n'y a plus rien. C'est déjà pas mal. Il y a une synagogue qui aurait existé au Vernet, qui aurait été fouillée. Enfin, on a un rapport de fouille, mais c'est très mal écrit, c'est un allemand épouvantable. J'ai du mal à comprendre, et j'ai l'impression que c'est pas très bon. À côté de la Grand Place.
1349, les Juifs sont accusés d'avoir empoisonné les puits et provoqué la peste. Disparition de la population, 80%. 50% des communautés disparaissent. Reste citadine. De 1480-1520, ils sont chassés des villes. Colmar, Hainaut, il reste. Colmar, Mulhouse et autres Célestins. Et nous, Vernet. Ils viennent dans les campagnes, mais là, il n'y a pratiquement plus personne. Il y a 150 familles juives, c'est ce qu'il dit. J'en jouerai pas, je n'en mettrai pas mon au feu. Si quelqu'un me dit c'est 300, je suis d'accord. Si on me dit c'est 100, je suis d'accord. Je crois que c'est plutôt plus que moi. On n'a pas grand-chose sur cette époque. Hein. On n'a rien sur les synagogues. Suivant. Tout au plus, une plaque qui vient de Haguenau, qui parle de la restauration de la synagogue en 1492. Bon, par principe, si on restaure quelque chose, c'est que ça existe. D'accord? Ça va mieux comme ça va comme ça, j'arrive, vous me comprenez? Bon, voilà. Et au Bernet, une inscription sur une synagogue, sur une maison, dans la pupille des Juifs, 2 inscriptions, que c'est la moins bonne, mais j'en ai une meilleure d'ailleurs sur un tableau là. Voilà. Et là aussi, on a retrouvé un mikvé. Est-ce que c'était une synagogue? Mais c'est tellement petit. Je ne crois pas trop. Je ne sais pas. En fait, voilà, c'est terminé. On a fait le patrimoine entre 1390 et 1650. Suivante. Alors, on ne sait pas non plus comment elle s'était faite. Guerre de 30 ans. Alsace va rester. Retour de Juifs. Ils sont bienvenus. Alors, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Ils sont bienvenus pour participer au redémarrage. Et l'organisation d'Alsace. Il y a Roi de France qui a pris le pouvoir. Il y a les anciens territoires appartenant à l'empereur, ce qu'on appelle, ceux qui savent, les territoires immédiats. Un territoire immédiat, c'est un territoire qui dépend directement de l'empereur, qui est lié à l'empire, qui n'appartient pas, par exemple, aux Habsbourg ou à une famille noble ou à des gens comme ça. Ils appartiennent à l'empereur. L'empereur change, il passe de Habsbourg à Hohenzollern. Les territoires qui dépendent de l'empereur deviennent à l'empereur, donc Hohenzollern. C'est là qu'il y a les villes, ce qu'on appelle les fameuses villes libres. Ce n'est pas des villes qui sont libres, c'est des villes qui dépendent directement de l'empereur. Elles n'ont jamais été libres. Strasbourg n'est pas libre. Strasbourg dépend de l'empereur. Il n'a pas trop le temps d'aller voir ce qui s'y passe, donc elles sont un peu plus libres que les autres de s'administrer. Pareil, la Décapole, c'est des villes libres qui signent un contrat de défense commune. Elles ne sont pas toujours 10. C'est des villes qui dépendent de l'empereur. Et ça change sans arrêt. Hein, c'est pas, il y en a une qui rentre, il y en a 2 qui sortent, etc. Mais bon, ce qu'on appelle la décapole, c'est aussi un peu. C'est une organisation, si vous voulez. Mais ils sont soumis, ils restent soumis à l'empereur. Les Juifs sont toujours exclus de France, et le roi va les tolérer. Il va les tolérer parce qu'il a besoin de main-d'œuvre, il a besoin d'argent, il a besoin d'entendre des choses. Alors il va leur demander d'être discrets. Il va leur demander ils payent des taxes, mais ils sont dispensés de corvée. Globalement, ils arrivent à vivre. Et on va trouver un tas d'instructions pour les Juifs, mais ils n'auront pas de constitution, ils ne seront pas officiellement alsaciens. Ils ne sont pas citoyens de la France, etc. C'est vraiment. Oui, bon. C'est pas vrai. En plus, je m'en sers même pas. Bon. Il faut prendre le matériel, c'est normal. Donc, ils vont être admis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'imagine même pas. Vous êtes là sans statut, mais vous avez des lois qui vous dirigent, quand même. On vous sort des règlements. Et vous êtes là, et donc vous vivez correctement, pas de problème. Vous avez des passeports, mais vous n'êtes pas membre du pays, vous n'êtes pas admis, puisque les Juifs n'ont pas le droit. Ça fonctionne à peu près bien. Donc c'est précaire. Il y a d'abord pas de persécution. Et devant les tribunaux, ça se passe pas mal. Il y a une fois un gros problème, quelqu'un qui est exécuté un peu vite pour une accusation de je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais les co-accusés ne seront pas exécutés parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une erreur judiciaire derrière. Donc vous savez, à l'époque, on est quand même rapide sur la guillotine. Mais par rapport aux sorcières, etc., c'est la belle vie. À tel point que c'est également l'État nomme les rabbins. Alors, oui. Il ne reconnaît pas les Juifs en Alsace, ils sont sans droit, mais on nomme leur rabbin. Et on va trouver une croissance extraordinaire. En 1789, à la Révolution, il y a
4000 familles juives. Les 150 sont passés à 4000. Si vous voyez, ça fait une vitesse. On y va. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui migrent, il y en a beaucoup qui reviennent de l'Est. Pologne, vous l'avez les conditions de vie se dégradent. Suivant. Et alors, c'est un boom des synagogues. Alors, vous trouvez beaucoup d'historiens qui vous disent bah, il y a eu quelques oratoires privés, mais dans l'ensemble, les Juifs n'avaient pas le droit de faire des synagogues. D'ailleurs, quand ils l'ont fait en 1724-25 à Bissheim, Arenthal et à côté de Colmar, donc là où il y avait le grand rabbinat, Witzenheim, elles ont été détruites. Oui, mais il y en avait plein avant, c'est ça le problème, qui n'ont jamais été détruites. Alors ça, c'est l'histoire un peu du bout. Effectivement, elles ont été construites avec l'argent d'un très riche donateur à qui elles appartenaient, entre guillemets. Ce donateur est rentré en conflit avec des gens du Conseil souverain d'Alsace. Il leur avait prêté de l'argent et les autres ne le remboursaient pas. Il a menacé les traîner en justice. Alors les messieurs du souverain Conseil d'Alsace, ils n'étaient pas très contents qu'on mette en justice certains des leurs. Ils ont voté la destruction des synagogues et ça a été fait. Vous voyez, c'est une histoire un peu à la Dubout. Mais ça reste quand même possible. C'est possible. Ça prouve aussi qu'il y a une certaine fragilité dans notre fait. Alors, j'ai pu démontrer, au bout des 3 dernières années, on va dire, que environ plus de 100, au moins plus de 100 villes de toute façon, mais des fois, il y en a 2 qui succèdent. 140 synagogues ont été construites. Je ne savais pas qu'on était au 28e siècle. Que j'entends. 19, oui. Non, mais je dis à partir du 19e. Non, regarde, J'ai travaillé dessus. c'est un X de trop. Un X de trop. Troisième ligne en Italie. 28e siècle. Ah ouais, 3e, même 6e. Où il y en a trop, il en a assez. Allez, suivant. On va faire ça. Alors, comment on fait pour les trouver? Il y a un recensement général des Juifs de 1784. Quand on dit qu'il y a un chantre dans une ville, c'est qu'il officie dans une synagogue. Un chantre qui serait dans une ville et qui ne ferait rien, qui ne ferait pas l'office, je me demande à quoi il sert. Etc., etc. Il y a des contrats de mariage où on donne des places de synagogue. Puis il y a d'autres documents, des successions, des inventaires de 1842. On fait l'inventaire des synagogues en 1842. Et là, il y a pas mal de synagogues qui sont là depuis des siècles, 2 siècles. 1842, 1642. Pour certaines, c'est possible. Et en utilisant, on a les gardiens de synagogue aussi, en 1809. On a des gardiens pour toutes les synagogues qui sont chargés de faire s'occuper des bagarres, récupérer les fonds, etc. Donc, ça ne devait pas être triste à l'époque. Mais, suivant. Donc, voilà un peu la tête du recensement. Donc, vous voyez, dans cette ville, qui est Absheim, en l'occurrence, vous avez un préposé, c'est-à-dire un chef de la communauté, nommé par le pouvoir, un maître d'école et un chantre. Donc, il y a une structure complète. Ensuite, pareil, là, mariage, Marmoutier. Voilà l'apport du père de l'époux, 1500 €, 300 florins, plus 300, plus 2 places à la synagogue et une maison. La dot, à peu près équilibrée, 3000 florins, plus 300 florins à la naissance du premier enfant. La ketouba, c'est-à-dire le dédommagement du mari à la femme en cas de divorce, quelle que soit la cause du divorce, 4500 florins. Donc, le divorce est prévu et elle touche en principe toujours 1,5 fois la dot. Suivant. Alors, donc, on va s'apercevoir que toutes les implantations juives ont plus de 7 juifs, de plus de 7 familles ont une synagogue, que les communautés n'achètent pas de terrain, donc les synagogues vont être installées sur des terrains trouvés soit chez un membre de la communauté, soit chez le seigneur qui les accueille, parce qu'il est tout content d'avoir des juifs. Donc, il va donner des terres. Et puis un financement par les fidèles les plus aisés, sous forme d'achat de places de cinéma. Suivant. Donc, 89, on a quand même déjà des synagogues. On connaît Buxwiller, on connaît Dambar, on connaît Agno, Marmoutier, Motzig, Pfalf, Westhofen, Estulbergheim, Egenheim, Ribeauvillé. Donc, vous voyez, on a quand même certainement. 5 sont en étage. Et on ne construit plus comme au Moyen-Âge de synagogue au sol. Au Moyen-Âge, on avait un statut vraiment. On ne se cachait pas. Au XVIIIe, il y a quand même une certaine discrétion de mise, surtout au début.
Donc ça va monter. En 1716, il semblerait qu'il y en a 41, c'est assez mal. Alors il y en a 3 qui seront démontés en 26. 7 sont en étage, les autres on ne sait pas. Et la Révolution, c'est qu'il y en a à peu près 100. Alors, simplement, c'est logique qu'elles soient en étage, parce que 1, c'est plus discret, 2, ça coûte moins de terrain, 3, elles peuvent être utilisables en maison en cas de problème. Donc c'est plus facile, c'est moins cher. Suivante. Alors, une première, on va juste faire quelques photos. Hein. Agenthal, synagogue de 1742, addition vers 1790-1800, une tribune pour les femmes. Et probablement les hommes vont venir jusque-là, donc un agrandissement de la synagogue des hommes, parce qu'il y a une partie là avec les femmes, et une tribune pour les femmes. Des grandes fenêtres, ça c'est des entrées de garage, ça c'est une fenêtre faite par le gars qui est dedans, qui est un artiste peintre. Suivante. Yves Alors, Yves on n'a plus la synagogue, elle était dans la rue des Juifs, qui porte un autre nom maintenant, mais c'est pas grave. Et on a juste l'arche 5 qui a été remise dans le mur de la synagogue actuelle. Donc vous voyez quand même quelque chose de très travaillé, c'est pas un bâtiment complètement idiot. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à Schtroumpf, on trouve exactement la même sculpture dans le mur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même artiste qui a fait ça. Donc connaissant à peu près la date de création de Schtroumpf, on sait que 1780, on sait que ça s'est construit après, c'est fait après 1780. Donc c'est pas la première synagogue, parce que la première synagogue d'Invillers, elle date de 1720, qu'on est au moins sur la deuxième. Vous voyez? Donc la première étant probablement dans la même rue, sinon au même moment. Alors ça c'est voilà. Le cas d'Invillers et le cas du Schtroumpf. Les Schtroumpf, on sait qu'il y en a eu. La même. Suivante. Alors ça, c'est un plan qui vient du Ténac, dans le Bas-Rhin. Là, les synagogues d'origine. Et on va construire des poteaux, une extension qui sera en hauteur, avec un escalier, l'ancien escalier de la synagogue, qui est un escalier extérieur qui était là, ou l'entrée qui était là, au premier étage. Et là, on va construire un deuxième escalier séparé pour les femmes. Et dans le texte, on dit que la communauté ayant racheté le rez-de-chaussée va pouvoir agrandir la synagogue au premier étage en créant une tribune des femmes. Alors pas une tribune, une estrade des femmes. Et je pense qu'on a la même chose qu'à Baffeld ou qu'à Agno qui se met en place. C'est un agrandissement. C'est étonnable, c'est la même époque. Suivante. Alors là, on a un exemple qui est intéressant, c'est une bosse construite sur le terrain du Seigneur, 1736. Et vous voyez quelque chose qui est important, c'est une arche simple et 2 grandes fenêtres de chaque côté. Vous regardez ce qui se passe ici. Vu de l'extérieur, vous avez bien 2 fenêtres, une arche simple. Et c'est typique des synagogues. Donc quand vous baladez dans un bled, côté est, 2 fenêtres, vous ne savez pas où est la synagogue. 2 fenêtres bien séparées ou par le milieu, il y a de bonnes chances que je sois devant. C'est pas toujours vrai, mais faut plutôt croire ça que par rapport à des fenêtres en plein milieu. Alors le problème des Nouveaux, ça fait plutôt qu'il y a quelques années, c'est l'année dernière. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont changé, ils ont fait l'isolation dans la maison, il ne fallait pas les protéger. Donc ils ont fait l'isolation pour la mettre aux normes BBC modernes. Avec isolé, maintenant, on n'y parle plus froid. N'empêche que, pour deviner que ça c'est une ancienne synagogue, alors en fait, c'est quand même nettement plus évident. Suivante. Alors il y a pas mal de choses à ce bâtiment assez misérable qui se trouve à Lumschwiller, mais dedans vous trouvez des caractères hébreux peints là-dedans. Ma thèse, c'est qu'en fait, l'entrée se faisait par l'autre côté où il y a un deuxième escalier, et sur la rue, ça c'est sur une cour privée, et ça a été fait quand la personne a acheté la cour. Et ici, vous aviez l'entrée des femmes, et je pense que cette partie était le balcon des femmes, ça devait être construit en 2 parties, la première étant là, la deuxième étant là avec la cave surélevée. Et donc les femmes avaient un balcon ici et probablement une pièce ou 2 servies derrière. Ça a vérifié, peut-être par les plans cadastraux, on va arriver à le vérifier. Les gens pensent que ça a été fait en 1900, on ne va pas faire ça en 1900. Suivant. Toute petite synagogue à Mühlhausen.
Et là, il y a ce qui est très rare, il y a un blanc rituel en dessous. Donc un blanc rituel de campagne, à peu près identique à une barboutier, 6 marches, 80 d'arge à 52. Pour un bain rituel, la seule chose, c'est que cette partie doit faire au moins 80 sur 80, que la hauteur doit être telle que la femme puisse s'immerger. Alors l'immersion, ça se fait comme ça. Donc il faut aller à la hauteur qu'il faut. Les doigts écartés, les jambes repliées, et vous montrez pour que le vagin soit ouvert. Suivante. Là, vous avez la première synagogue monumentale, c'est logique. Là, vous voyez, on a évolué. Je pense que derrière, je vais mettre la dernière synagogue ancienne. Suivante. Alors là, on a Bourbon. Encore une synagogue que vous ne connaissez pas. Très probablement, premier étage, les hommes, ça c'est logique. Deuxième étage, vous voyez qu'ici, on a les 2 oculus. Ça veut dire que le volume occupé va jusque-là. Donc très probablement, les femmes au niveau du deuxième étage. De 1750, ça se fait. Suivant. Aubernais, alors, Aubernais, c'est des mieux conservés, entre guillemets. Vous voyez, premier étage, le haut est assez bas. L'arche sainte, les fenêtres, les oculus. Et effectivement, on voit le décor de la synagogue, cette partie qui se trouve dans le grenier. Ça, c'est encore conservé. De même, l'habillement à l'arrière de la partie grise, ce qui correspondrait en pierre à la partie gris ici, à la grille, est aussi conservé. C'est dans l'entrée du meuble. Suivante. Et alors là, un cas assez amusant. Vous êtes sur le terrain de la propriété à Odratsal du Seigneur. Il a une étable à mouton. On va construire la synagogue dessus, sachant que le terrain s'arrête à peu près, le Seigneur s'arrête à peu près 10 mètres, 10 mètres au nord de ce que l'on est face sur, au nord de l'autre côté de la synagogue, le terrain s'arrête et il y a une falaise. Du moins, un gros talus assez là. Et donc, on rentre par l'autre côté. On ne voit absolument pas qu'on est, en fait, au-dessus de l'étable. Vous avez l'impression d'une synagogue directement au niveau du sol. Et quand vous allez par l'autre côté, vous voyez comment c'est. C'est assez drôle. Et ça, c'est 18e, mais ils ont reconstruit 3 fois sur le même endroit. C'est bon. Et là, je vous parlais de la dernière, c'est Orfelden. Orfelden. Non, pas Pénophène. Pas Orfelden. Pfaffenhofen. Donc, maison complètement enclavée. 2 fenêtres en haut, aux séparations, d'une synagogue. Et tradition du XVIIIe siècle, des choses très fortement colorées. Et la peinture, alors vous trouvez ça un peu partout. Donc au XVIIIe, ce n'est pas des endroits tristes, c'est des endroits très colorés. Ensuite, on n'a pas beaucoup. Sousse qui vient d'être identifié, qui est identifié avec le nom, même. La synagogue, c'était là. Donc les gens disent, ouais, on dirait que c'est des dates. On a la date 1729, et ça c'est la maison d'Olivier, où on a également d'autres inscriptions. Je ne sais pas à quoi ressemble l'intérieur, je ne vais plus être admis à franchir ce point. Donc voilà, j'en sais pas plus. Suivant. Et le fameux Trenheim, le grenier dont les murs sont absolument magnifiques, c'est un grenier. C'est bon, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais c'est pas utile. Suivant. C'est un oratoire. Et alors, une autre qui est assez intéressante pour les artistes du plan cadastral, notamment pour les faits, hein, c'est Francis Schmuck qui a fait ce travail. On a une maison d'habitation avec une petite expansion qui est l'étable du niveau. Et à force de lire des descriptions de ce maison juive, ça on sait, il y a un certain nombre de descriptions lors des dons de chaises, lors des successions, chez les notaires, les actes notariés, il finit par comprendre que la synagogue est au-dessus de l'étable de niveau. Donc elle est là. Ça, c'est le plan cadastral. La synagogue est là. Et moi, je pensais qu'il y avait la synagogue entrée ici, ou entrée ici, un truc comme ça, et un deuxième étage avec le grenier. Avec ce que j'ai vu récemment, je pense que là, on a la synagogue, et oui, on fait le tour et on va au deuxième étage que le grenier. Donc, mais bon, je me demande à quoi ça pouvait ressembler, probablement une maison un peu. Bon. Et, bon, c'est pas encore fini.
Là, on est encore à Westhofen. On sait que cette maison est une synagogue. Beaucoup de gens pensaient que c'était ça. Il y a eu le film de Michel Roté qui se tourne dedans. Et en fait, quand on passe devant le bâtiment, on connaît la règle, la synagogue est là. Et la maison a été visitée récemment. Et effectivement, je n'ai pas pu y aller. Moi, je n'ai pas été invité parce que le propriétaire voulait rester discret. Mais le président de la Société d'Histoire m'a confirmé que ça lui paraissait plus que plausible. Ensuite, donc vous voyez, alors on ne sait pas grand-chose. Hein. Donc en conclusion, on les a déjà vus. À partir de 1740-1750, on a des synagogues de plein pied. Avant, elles sont toutes en étage. Winsenheim est la première en Alsace. On la reconnaît plus, si vous voulez. C'est pas la peine, il n'y a plus rien qui reste, mais on sait qu'elle était à cet endroit, elle a été détruite pour en faire la suivante. Malheureusement, comme il y a une partie qui a l'air un peu 18e, elle a été souvent présentée comme une partie 18e, mais bon, on était avec Claire de Comte, c'est clair que c'est tout 19e. Après 1750, on voit apparaître des tribunes pour les femmes, c'est la grande nouveauté. Avant, elles avaient un espace extrêmement réduit. Je dirais qu'ici, elles auraient été, là, il y aurait une barrière, la porte se serait arrêtée là, il y aurait pas eu de premier étage, dans le synagogue médiéval. Et donc, il y aurait pas eu de galerie, donc pas d'étage. Ici, à ce niveau-là, vous avez quelques fenêtres, et elles sont dans pas le couloir. Ça pourrait être un plan de synagogue 1730-1740. Et en 1780, grosse campagne de restauration pour faire de la messe. Suivante. Alors, la Révolution, ça change tout. Les Juifs ont un statut officiel. Ils sont encore plus détestés qu'avant, parce qu'ils ont acheté des biens nationaux, etc. Puis bon, vous aviez des gens qui étaient inférieurs, d'un seul coup, ils deviennent égaux. Donc là, vous avez vraiment un problème qui est difficile à admettre pour la population. Donc la Révolution, c'est quand même une longue suite de... Il n'y a pas de pogrom, mais de vexation, etc. Bien plus qu'au 18e. Mais ça fait, ils sont tellement contents, ils ne s'en aperçoivent même pas. Enfin, personne ne s'en rappelle plus. 1808, les communautés ont alors une véritable licence juridique. Ils sont par délégation de votre histoire. Oui, c'est bon. Mais elles restent cachées, elles ne vont pas être claires. Puis elles deviennent de plus en plus visibles, mais toujours cachées. Et ensuite, ça va être le délire dans l'invention des styles. Mais qu'est-ce qu'un style juif? Je vous recommande Jean Racé, le siècle d'or des synagogues, c'est 80% de synagogues alsaciennes. Suivante. On va la voir. Suivante. Allez, oui, alors, ça résume un peu l'histoire des synagogues alsaciennes. Oui, je vais ralentir. C'est un peu l'histoire de la synagogue alsacienne, vous voyez, cette espèce d'intégration qui est symbolisée par cette carte postale du début du siècle, une Alsacienne qui porte la synagogue du Koekelberg. Ça montre quand même qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas une carte postale complètement négative. Et il y en a énormément, il y a plein de modèles qui ont été faits de celle-ci à la maison. La synagogue du Koekelberg, c'est celle-ci. C'est exactement la frangine de Saint-Pierre le Jeune catholique, un peu plus grand, mais à peine. Donc, si vous voulez voir la synagogue du Koekelberg, allez voir Saint-Pierre le Jeune catholique sur le quai. C'est exactement ça, sauf que là, les gros, c'est une coupole. Enfin, il y a quelques détails, mais en vue rapide, c'est pareil. Voilà ce qui se passe. Donc, ça résume un peu l'histoire, pour moi, de la fin du 19e et du début du 20e. Suivant. Alors, la grande galerie des synagogues post-révolutionnaires, il y en a un certain nombre, puis on va s'arrêter après, dès qu'on les aura passés. On y va. Ici, donc, cette ville-là, c'est la seule, vous n'en verrez pas d'autres, regardez-la bien, elle est là. C'est avant restauration. C'est mauvais. Suivante. Buxwiller, un musée, pour ceux qui ne connaissent pas, il est ouvert à partir de mercredi, on vous y attend. Magnifique musée. Donc cet espace d'intérieur est vide. L'intérieur, c'est l'espace muséal. Vous voyez qu'on est dans un style extrêmement classique. On est vers 1840, la même époque que ça, 2-3 ans près. Et vous voyez cet aspect très monumental, mais très classique. Ça répète le tribunal du coin. Hein. Ensuite, à Brumath, c'est assez parent. Même époque, toujours. Un chouïa après, on est 1840-1850.
Une colonne à l'entrée, on se bien. Des fenêtres d'ailleurs qui sont toutes petites et qui sont encore haut. Je ne trouve pas très heureux. Une chaire comme monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin monte en chaire. Donc c'est quand même assez rare. De l'autre côté, c'est un escalier de meunier. C'est des rabbins acrobates. Et là, c'est incroyable. Ça, c'est les inscriptions dans le dos et dans le dessin de là-haut. C'est moi qui fais ça? Non, c'est bon. Donc, érigé pour le culte israélite du Brumat, 5608, 606, année Mundi. Et le latin qui apparaît, c'est quand même assez fabuleux. Et au-dessus, l'inscription en hébreu, et au-dessous, l'inscription en allemand. Qu'est-ce qu'il parlait à l'époque? Il parlait allemand, il parlait hébreu, il parlait français, il parlait latin. Les deux. C'est quand même assez incroyable. Hein. D'accord? Alors, érigé, comment a été financé à partir de ce moment-là, les synagogues? Ah ben, ils sont financés, ils s'autofinancent beaucoup, un petit peu le consistoire, et avec beaucoup de difficultés les mairies. Les mairies s'en font toujours très rare, de manière pas possible. Donc, Ils sont capables de donner 10 000 pour l'église, quand on leur demande 1000 pour la synagogue, ah ben non, on n'a pas d'argent. Mais est-ce qu'il était prévu quelque chose dans les textes? Non, alors il y a des textes, et alors à ce moment-là, le préfet enjoint les municipalités de participer, les municipalités renacles, ça fait des courriers absolument. On a tous les courriers pour d'en bas, c'est à rire, j'allais dire à pisser de rire, mais bon, elles sont financées par les communautés, par la vente de sièges. Là, j'ai vu récemment le texte, Souls, la délibération du conseil de la communauté de Souls en 29, qui dit on va trouver un autre terrain pour mettre une nouvelle synagogue à l'Éthiopie. Les propriétaires des sièges actuels, comme elle sera mieux, paieront un supplément pour avoir la nouvelle, et les nouveaux paieront le tarif entier. Et comme c'est des communautés à grande expansion, ils ont toujours des clients pour leur siège. La partie que je pose la question, c'est que les révolutionnaires de 1789 Ouais. voulaient que tout le monde soit traité à égalité. Oui, mais là, c'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas. Regardez, des fois, il y a des trucs amusants. À Baffel, tous les cultes ont droit à 3 fagots de bois, ou je sais pas quoi, des 3 serres de bois pour l'hiver pour chauffer. Les juifs n'ont pas le droit. Pour leur école. Quand ils commencent à réclamer, on dit, mais vous avez quelle l'école avec tout le monde? Finalement, ils finissent par exemple. Bon, voilà. Donc, le Brumat, je trouve ça sidérant. Bon, l'intérieur est magnifique. Hein. C'est une synagogue absolument magnifique. Suite. Une seconde. Moi, j'ai pas compris que vous avez 606. Oui, ben, c'est la date De en construction. arrière. 5606, année mondiale. Alors, je ne comprends pas non plus, Si, parce de que la l'année mondiale, création, ça devrait être l'année. de la construction. Non, c'est l'année de la construction du monde, depuis la naissance du monde. Ah, Non, c'est ça comme 5606, année hébreu. Donc, C'est 1846. déduit de quelques savants sur la Bible. Il y a eu 40 ans quand Noé, le premier l'aîné d'Adam, il a tel âge quand son père meurt. Il a ce suivant, donc on calcule les générations sur une ligne et vous faites le calcul et vous arrivez à 5600. C'est la date hébreu. Année du monde. Ce ne sont pas des années lunaires, ce sont des années. C'est l'année du monde. Je ne sais pas à quelle date c'est calculé. Ben si, c'est le 240. 1840. 1840. 1840. Vous savez, tout ce qu'on voit, c'est 40-50. Ouais, 1846. Donc on continue. Mulhouse qui est toujours dans les mêmes années. Hein. Alors là, il commence déjà avec un lieu pour prêcher, mais il n'est plus à l'avant, il est carrément au milieu de la synagogue, comme dans un temple protestant. Il y a 2 étages. Il y a 2 étages de galerie des femmes, dont la première est simplement surélevée de 3 mètres. Le deuxième doit être à peu près à 7 mètres, 8 mètres. Il y a le plafond. Donc vous avez un plafond de probablement 12 mètres. Donc une arche 5, peut-être plus. Une arche 5 qui fait la hauteur totale. C'est une bête, hein. Et là, c'est très très monumental. Donc, suivante. Reichshofen. Le Reichshofen, ce qui est extraordinaire, c'est le fait extérieur et l'intérieur. Exactement pareil. L'utilisation de grilles de chez Dietrich. Tout est de Dietrich dans cette synagogue. Il récupère pour faire des lavoirs à main, il récupère
un truc de cuisinière. Vous savez qui sert à chauffer? Les cuisinières, les récupèrent ça, ils font un réservoir de lave-mains. Et c'est assez drôle. Suivante. Buffet, alors c'est la reine de synagogue. Remontez l'ordre. C'est pas le premier, hein, c'est le deuxième. On va faire effectivement une arche-sainte très monumentale et des peintures au pochoir qui vont donner un air oriental ou un air qui ressemble un peu à la synagogue de Florence. On a toujours dit que c'est la synagogue de Florence. Donc l'orgue est assez extraordinaire. Alors c'est un tout petit orgue, hein. Il y a des doubles claviers. Le pédalier, en fait, il est accédé. Vous pouvez aussi le faire par les claviers. Donc c'est un peu du faux, hein. Il y a un pédalier, mais il ne sert pas à grand-chose. Il sert juste à avoir 3 mains. Puis il y a très peu de jeux. C'est tout petit, mais quand même des airs beaux. L'orgue a été, c'est celui, alors pour ceux qui savent, c'est celui qui était à Strasbourg, à la synagogue de Sainte-Hélène, le premier. Buffet le harmonium. Sainte-Hélène avait monté un orgue vers 1850. Et non, plutôt, Buffel n'avait rien. Sainte-Hélène avait l'harmonium, puis Sainte-Hélène se dote d'un orgue, Buffel rachète l'harmonium, et quand ils font la synagogue de Quéclébert, ils revendent l'orgue de Sainte-Hélène à Buffel. Donc il y a une longue histoire. Suivante. Archtroudt, voilà, l'orgue de but, synagogue classique, 1840. Puis il y a une espèce de folie là-dessus. Regardez, on va lui coller une abside. Quand même impressionnant, le cœur. Hein. Et voilà la lueur du cœur vu de l'extérieur. Vous voyez un petit peu cette arche sainte avec la pierre. Je sais bien que c'est le pays des tailleurs de pierre, mais quand même, il faut le faire, quoi. On présente ça comme maître-autel dans une église, ça passe. On est très militaire. Vous voyez, ça c'est les rosaces autour des lustres. C'est quand même de très grande qualité. C'est assez étonnant, je trouve. Hein. Suivant. Wolfisheim, alors là, il est dans une église un petit peu une région de Munich. Hein. Les dômes, tout ça. Elle est bonne d'époque, si elle n'est pas bricolée. Et à l'intérieur, vous avez une décoration absolument délicieuse, mais qui est quand même étonnante. Et c'est très belle rose. Suivante. Westhofen, là on est carrément style byzantin. Les Juifs viennent de l'Est, donc on va faire les synagogues néo-byzantines. Suivant. Balbrod, on est en Rundbogenstil, période allemande, disons de 1890. Un peu ça, très monumental. Suivant. Et alors, une petite amusante, qui est Genthal, qui est à peu près du début du siècle. Alors, vous voyez, c'est vraiment une maison, vous voyez rien d'extérieur. Ça, c'est une reconstruction de l'intérieur. Semble-t-il, était comme ça. D'ailleurs, on a même encore les colonnes sur des dessins d'époque. Et maintenant, c'est devenu. Alors, c'est assez étonnant. Elle a gardé ses galeries, elle a gardé sa fontaine, etc. Donc, elle a beaucoup de caractères de synagogue. Et sur les rosaces, ils ont pendu un homme en métal qui tourne. C'est très beau d'ailleurs. Et vous avez ici aussi, vous voyez, des peintures modernes. C'est devenu une maison qui est une galerie d'art moderne et qui sert également à faire du festif. C'est où ça? C'est où Egenheim? Très chouette. C'est où? C'est dans le village en plein. C'est dans le Rhin, à côté de Bâle. Tout à fait en bas. Ok. À côté de Bâle, à 5 km de Bâle. C'est inutile de vous dire que c'est les Suisses qui ont fait ça. Ensuite, Ingviller. Alors Ingviller, au départ, c'est des fenêtres carrées. Ça, c'est la troisième transformation du 19e. On retrouve. Là, on est à quelle époque, le 19e encore? On commence à la en 1812, puis elle va être transformée de classique, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre les idées, parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, il la transforme. Mais pour l'instant, on n'est pas au régime allemand encore. Oui, ça c'est allemand. Hein. Ça, c'est très allemand. Oui, et de même que certaines qu'on a vues avant étaient faites sous l'Empire allemand. C'était, oui, ce que j'appelle le Rundbogenstil, c'est du 1880, 1890, tout ça. Ensuite, non, alors, deux des petites dernières, il y en a encore une ou deux dernières, c'est bientôt fini. Vous êtes à Saint-Louis, à Soult-sous-Forêt. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est Soult-sous-Forêt l'original. Celle-ci a fait 10 ans après.
C'est pas le même architecte. Hein. Celui-là, il a quand même été bien pompé. Celui-là, c'est la copie, ça c'est l'original. Là, ils sont plein d'argent, donc ils font effectivement les traits rouges. Enfin, cet effet avec la peinture. Là, ils vont utiliser des briques rouges et des briques jaunes. Celle-ci, les bulbes n'étaient pas tout à fait comme ça, mais ça coûtait très cher de faire d'origine de la restauration. Voilà une très belle synagogue. L'intérieur est complètement transformé en salle pour les sociétés d'histoire locale. Celle-ci est utilisée par un institut d'études talmudiques local. Voilà. Suivante. Alors là, on a ce que j'ai appelé les captaines. Au XXe siècle, on continue, mais les communautés de campagne sont trop petites. Alors on va faire Villers, il doit faire 8 mètres de long. Alors c'est pas clair, c'est pas mieux. Braslon, c'est la seule synagogue construite à la campagne après la guerre. Il y a Strasbourg, mais à part ça, il n'y en a pas d'autres. Et donc, une très jolie synagogue. Michulaire aussi après. Michulaire, oui. Non, elle est d'avant-guerre, je pense. Non, après la guerre. Elle était détruite, elle était reconstruite. Pas des Michulaire. Et donc, mais celle-ci, c'est une synagogue de poche. Elle est magnifique, avec entièrement en vitraux. Je pense qu'elle va le lire, parce que c'est la synagogue Neyman, et Neyman, il est pas en forme. Puis ça fait vite. Et Schirmeck, qui est en train de renaître comme synagogue de jet touristique, par une association très dynamique. Vous voyez qu'elle est de 1906, et ça se voit, le style est très, très marqué. Le style suivant. Et on termine par Strasbourg-Esplanade, Strasbourg-la-Paix. Donc c'est les deux grandes synagogues qui sont construites celle-ci en 58, 58. Je viens de trouver ce matin les invitations et le règlement pour l'ouverture. C'est très très drôle. Il y a les 5 classes de laisser-passer. Et donc, elle a mis très longtemps à être reconstruite parce que on se posait la question, est-ce que ça vaut la peine de reconstruire une synagogue en Alsace? Celle de la dernière guerre avait été détruite par la guerre. La communauté était quand même très diminuée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parie sur l'avenir, disparition complète de la communauté juive en Alsace, départ des religieux pour Israël et assimilation des autres, ou est-ce qu'on parie sur un redépart de la communauté juive? De ça dépendait le choix du grande synagogue ou de pas grande synagogue, pas de synagogue. Et le débat va durer quand même jusqu'en 54, donc 9 ans. Donc on prenne vraiment la décision de la reconstruire. Alors on va mettre 4 ans pour la construire. Alors, pour construire la précédente, Kléber, qui est quand même plus belle, on a eu 2. Comme quoi les techniques modernes, ça garantit. Et l'esplanade, alors qui est magnifique, mais là je viens de faire en travail de Tobias. Puis maintenant, Tu dis ce qu'elle a de particulier, la synagogue de l'Esplanade? la forme d'une arche simple. Oui. Puis il y a ta Greta celui-là qui est dedans, passer par toutes les étapes. Je ne peux pas tout dire en 1 heure. Sinon, c'est sur demain matin. Ça fait 1h10 que je pose. Il fait chaud. Donc, il fait chaud. Donc, la suivante. On est à météo. Et la bière. Ça, c'est le signe de la Chiale. C'est notre étoile de David. Mais vous voyez que l'étoile de David, sauf quand même à Orphelin, ils ont déconné. L'étoile de David, ils m'ont fait 5 manches. Là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne fait rien. On est Orphelin. Donc, il me fallait une étoile de David. Une étoile de Brassard, mais c'est pas la vraie. Mais c'est même pas une étoile de Brassard, c'est si grand. L'étoile de Brassard, c'est 6. Ouais, Comme étoile. Parce que tu as les deux qualités. Tu as les qualités de la bière et puis tu as la photo. C'est symbolique très compliqué. Mais là, il y a des spécialistes dans la salle. Voilà. Dégustation. Merci. C'est vous qui avez la parole maintenant pour les questions et les réponses. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Non. Oui, non. Une question, mais c'est assimilé aux synagogues. Hein. À partir de la Révolution, Oui. question qu'on s'est posée tous les deux. Hein. Lorsqu'il fallait créer des cimetières, hein, donc pour les enterrer, notamment les. Ça, c'est municipal. Qui c'était municipal. Mais procédé par les communautés juives. L'autorisation était municipale. Mais je crois savoir que les municipalités avaient l'obligation de fournir et de Oui. eux-mêmes d'être soi-disant propriétaires du terrain. Oui, Comment alors, ça s'est passé? Alors, je ne sais pas pourquoi, on continue à avoir des cimetières juifs privés. Peut-être parce que, si vous voulez, du point de vue gestion, dans un cimetière juif, on enterre, mais on ne déterre jamais.
Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial? Il y a une tolérance encore aujourd'hui. Le consistoire a pu acquérir des extensions pour le cimetière de Cronenbourg. Donc on a du terrain en réserve derrière, dont il est propriétaire. dont il est propriétaire. Donc on n'est pas. Il y a l'État d'un côté, mais il y a. N'oubliez pas qu'on fonctionne encore avec l'accord de 1808. Concordat. Alors que les concordats, ce qui n'est pas le concordat, qui sont les accords, que sont le nom. Il y a un nom, c'est les lois organiques. 1808, qui ont été publiées par l'empereur. Ces lois n'ont jamais été changées, alors que le concordat a été modifié Avec les Allemands. avec les Allemands, etc. Les lois organiques n'ont jamais été changées. Donc c'est le concordat sans être concordat. On va dire que c'est moins favorable. Ils ont été un peu oubliés. Hmm. Je crois que les lois organiques ont été quelque peu oubliées. C'est oublié, mais les rapports État-communauté juive fonctionnent toujours par ces lois organiques. Ça n'a jamais été une espèce de contrat qui n'a jamais été négocié. Elles sont moins intéressantes du point de vue financier, peut-être, mais les salaires des rabbins sont ridicules par rapport aux salaires des curés. Et les curés n'ont pas de faire de l'entretien. Donc voilà. Alors maintenant, les communautés, c'est un complément. Mais par exemple, dans l'État de 1842, il y a très peu de communautés dont les officiers du culte, les rabbins et les chantres sont payés par l'État. On a une salaire du chantre, salaire du rabbin, payé par. On l'a pour 1842. Il y a très très peu qui sont payés par l'État.